On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais me présenter pour commencer. Donc, je suis Chloé Vauvy, en charge du marketing et de la communication chez Novelis. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de nos deux experts techniques et RGPD, Oussama et Raphaël, que je vais laisser se présenter. Oussama, si tu souhaites prendre la parole. Yes, merci Chloé. Je suis Oussama Hamdi, expert technique en cybersécurité chez Novelis. J'interviens sur des sujets liés à la cybersécurité, sur les trois volets, offensif, défensif et aussi organisationnel. Je travaille aussi en partenariat avec d'autres partenaires sur des sujets liés à l'audit et principalement à l'ISO 27001. Bonjour donc tout le monde, bonjour Chloé, bonjour Osama, donc moi Raphaël, donc je suis effectivement le CEO de DPO qui est délégué à la protection des données. Petit écho, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit écho, pardon, mais donc délégué à la protection des données de tous nos clients. Moi dans un ancienne vie j'étais avocat pendant à peu près 8 ans dans des cabinets d'affaires spécialisés dans le domaine. Et donc aujourd'hui, cofondateur et CEO de DPO, et on accompagne à peu près 250 sociétés dans le numérique notamment, dans leurs projets digitaux afin de se mettre en conformité. Et donc on les accompagne en tant que conseil privilégié auprès de la CNIL notamment et de leurs clients. Alors, Oussama, je te laisse prendre la parole. Ouais. Non, je vous propose de commencer ce webinaire par une très brève présentation de Novelis. Novelis est un acteur technologique international créé en 2017 et pure play de l'efficacité opérationnelle et l'automatisation du processus métier et aussi la cybersécurité. Ils sont présents dans cinq pays et Novelis rassemble aujourd'hui plus de 100 collaborateurs et accompagne plus de 50 clients internationaux dans leur digitalisation et aussi dans le process de la sécurisation de leur digitalisation. Aussi, c'est bien de citer que Novelis aujourd'hui est référencié auprès de l'organisme l'ANSSI de France en tant que prestataire cybersécurité. Aussi, nous sommes certifiés en tant qu'experts cyber en France et les différents pôles de Novelis, notamment le pôle cybersécurité, est certifié ISO 27001. Écoutez, on pourra parler un petit peu aussi pareil de DPO. Donc, comme je vous l'ai dit, à peu près 250 clients. On a une équipe de 20 personnes. On est évidemment formidable. On fait donc tous les aspects RGPD de tous nos clients, comme je le disais. Voilà, donc on a tous les types de clients. Vous connaissez le groupe Express, RATP, et on a plein de structures qui sont notamment, on en parlera certainement, des sous-traitants, donc qui ont double risque. Et donc, l'objectif, c'est d'accompagner les clients pour prévenir les risques et répondre aussi quand il y a des sujets comme aujourd'hui, voilà, qui sont sujets de stress, de panique et de danger. On essaye d'être à la fois le psychologue et à la fois le médecin aussi, avec d'ailleurs Oussama et ses collègues pour nos clients. Alors, merci Raphaël. Nous allons le voir pendant toute la durée du webinaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une entreprise fait face souvent à des problèmes de sécurité et elle va devoir en fait combiner le volet technique et le volet juridique pour pallier aux différents problèmes auxquels elle va faire face. Donc, on va tout d'abord revenir sur comment identifier ces problèmes ou ces failles et comprendre comment tenter de les résoudre. Parce que bon, voilà, pour trouver la solution, il faut d'abord comprendre le problème. Mais aussi d'un point de vue juridique, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire auprès de ses clients ou auprès de la CNIL? Est-ce qu'il faut les informer? Si oui, quand? Quel est le bon moment? Et également, quels sont les risques à la fois juridiques et techniques pour mon entreprise? Donc, c'est là où on se rend compte que finalement, les deux éléments, techniques, juridiques, sont vraiment indissociables, tout simplement parce qu'il faut pouvoir prendre des décisions sur des enjeux juridiques, mais qui sont basées sur des données techniques. Et c'est de cette façon aujourd'hui qu'on a décidé d'articuler notre webinaire. Donc, Oussama, voilà, pour se prémunir des risques cyber, il y a un certain nombre d'actions qu'on peut mettre en place pour sécuriser ces données. Alors, concrètement, comment faire pour éviter d'être hacké? Quelles sont les actions à mettre en place?
Merci Chloé. Toujours avec cette fameuse question, comment on peut se protéger pour ne pas être hacké. Aujourd'hui, donc, le souci de chaque RSSI, de chaque responsable cybersécurité, c'est de répondre à cette question, comment être protégé pour ne pas avoir des problèmes de sécurité. Et soyez sûr que la réponse est splittée en plusieurs parties. Donc là, on l'a divisé en 4 parties. On commence par la première réponse, c'est les audits. Donc chaque entreprise aujourd'hui, il doit effectuer des audits en interne. Et bien sûr, les audits, elles doivent être multiples et aussi diversifiés. Pour couvrir l'ensemble du système d'information. On peut citer quelques types d'audits. Donc, on a l'audit d'intrusion, donc le fameux pentest, le fameux test d'intrusion que nous pouvons effectuer avec une période précise et sur lequel on va identifier l'ensemble des vulnérabilités, des faiblesses qu'on a sur les applications ou bien sur le système d'information en général. Après, il y a d'autres types d'audits comme l'audit de configuration qui est, euh, qui est là aujourd'hui pour identifier les faiblesses ou bien les fautes ou bien les défauts commis lors de la configuration d'un outil ou bien d'un équipement système, réseau ou bien même sécurité. Il y a aussi des audits physiques. Aujourd'hui, on a des data centers, on a des serveurs physiques qui sont installés sur des lieux, je peux dire, des lieux qui sont censés être confidentiels. Donc, il faut toujours faire un audit physique pour identifier est-ce que le système de sécurité physique est bien conforme. Il y a aussi d'autres types d'audit d'architecture, code review pour les boîtes ou bien pour les clients qui développent des solutions chez eux ou bien qui externalisent le développement en externe. Donc, et il y a ce type d'audit pour identifier les différentes faiblesses et vulnérabilités sur le système. Et bien sûr, il faut pas rester juste dans la partie audit, mais il faut toujours il faut toujours avoir un plan d'action derrière pour corriger les différentes vulnérabilités et faiblesses trouvées lors de l'audit. Donc là, on a attaqué la partie offensive. Il y a aussi une partie défense. Toujours pour être protégé, il faut défoncer. Pour défoncer, principalement, il y a des produits qu'on peut ajouter au système d'information, ajouter à l'architecture pour leur donner une possibilité d'être d'être rigide face aux attaques et face aux risques cybersécurité. Parmi ces produits, on peut parler de fameux produits que chaque entreprise doit avoir en interne. C'est le endpoint protection, c'est l'antivirus qui est connu par son nom. Aussi, donc aujourd'hui, il y a d'autres produits qui sont devenus de tendance, comme l'EDR, qui ne se limite pas par des signatures, mais aussi est là des moteurs d'analyse plus puissants que l'antivirus. Aujourd'hui, et c'est le titre de ce webinaire, comment se protéger contre les violations des données. Donc aujourd'hui, on a un produit qui permet d'être protégé contre les fuites des données. C'est le DLP qui est présent sur les différentes parties endpoint et aussi réseau. Et il y a aussi plusieurs produits. Mais si je peux donner un petit conseil. Donc, il faut toujours commencer par la brique la plus critique, c'est toujours l'antivirus EDR et aussi DLP. Et aussi, par la suite, il faut penser, en analysant chaque risque, à ajouter d'autres produits de sécurité. Donc là, on a attaqué l'offensive et défensive. Ça, il nous reste la partie organisationnelle. Donc, des fois, c'est pas toujours le technique qui est le problème, mais des fois, c'est aussi l'organisation, c'est aussi le process ou bien la procédure implémentée qui est faible, qui contient des vulnérabilités, des faiblesses organisationnelles. Et c'est le but d'avoir un SMSI, d'avoir un système de management de la sécurité de l'information en interne. Elle est là pour gérer la sécurité, aussi gérer les process en interne tout en gardant la conformité générale. Et par la suite, donc, on a toujours
on a toujours l'habitude de dire que l'humain, c'est le maillon le plus faible de la chaîne de la sécurité, mais si on le travaille, si on le sensibilise, ça, il peut devenir notre première ligne de protection et premier allié de protection. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours veiller à sensibiliser le collaborateur avec différentes méthodes, comme exemple des formations interactives, des vidéos, des sessions de formation et aussi des simulations de phishing pour évoluer le niveau de sensibilisation des collaborateurs en interne. Et tu parlais d'audit, donc combien d'audits par an tu conseilles pour couvrir l'ensemble du SI? Très bien, c'est une très, très bonne question. En fait, ça dépend de chaque entreprise, ça dépend du domaine où l'entreprise agit. Je peux donner un exemple. Donc, la périodicité des audits pour une banque, c'est pas la même pour une start-up, ou bien c'est une boîte de développement, ou bien une boîte de conseil. Mais le RSSI, elle doit effectuer un exercice pour définir déjà la surface de risque, ça veut dire combien c'est quoi le niveau de risque sur lequel on est face. Et après, elle va définir un programme d'audit, ou bien un audit annuel sur lequel elle va fixer les différentes dates et aussi combien d'audits il suffit pour chaque année. Donc, ça dépend de chaque entreprise, ça dépend dans l'entreprise exercice. Et Raphaël, toi, selon toi, est-ce que toutes ces mesures, elles sont aussi adaptées d'un point de vue juridique? Alors, alors oui, et en fait, je vais rebondir sur ce qu'a dit Oussama, qui est très juste. C'est pourquoi déjà on est obligé de faire tout ça. Et effectivement, beaucoup de gens pensent, alors on va parler juridique un peu après évidemment, mais c'est vrai que beaucoup de gens pensent le technique, d'abord technique en parlant de sécurité et RGPD. Et effectivement, pourquoi il faut penser aussi juridique? C'est qu'en fait, les risques qui existent sont juridiques. Et là où donc je complète avec ce qu'a dit Oussama à l'instant, qui est très juste, c'est que Oussama a dit que il faut que le risque il soit adapté pardon, que les mesures préventives soient adaptées au risque. Et en fait, c'est ça l'enjeu. Parce que vous, juridiquement, le risque, vous avez une obligation de moyens en sécurité. Et ça, c'est fondamental. Ah, Raphaël, ton micro a été coupé. Allô, allô? Ah, vous m'entendiez pas du Ouais, tout, en c'est fait, bon. pardon. C'est bon. Yes. Ça parlait dans le Si, vide. c'est bon. Si, vous m'entendiez? On t'a perdu Yes. 2 Ça a été où? secondes, c'est tout. Ah, bon, bah, je ne sais pas pourquoi ça s'est mis tout seul, pardon. Donc, ce que je disais, c'est que vous avez une obligation de moyens. Cette obligation de moyens, ça veut dire que vous avez l'obligation en sécurité de mettre en place tous les moyens nécessaires, adaptés justement au risque. Donc, comme l'a dit très bien Oussama, bah, si c'est de la santé, je vais devoir mettre beaucoup plus de moyens que si c'est effectivement une entreprise de conseil où il y a beaucoup moins de risques. Donc, évidemment, il faut que ce soit adapté à votre structure. Il n'y a pas de cas particuliers, c'est plutôt enfin, de cas généraux, c'est plutôt au cas par cas. Mais en fait, c'est lié à cette obligation de moyens. Vous devez mettre en place les moyens nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire, juste pour que tout le monde comprenne bien? C'est que vous avez en droit deux choses, obligation de moyens, obligation de résultat. Obligation de résultat, ça veut dire il y a une violation de données, vous êtes responsable. Vous avez beau avoir mis des milliards, s'il y a une violation de données, vous êtes responsable. On est tous d'accord que ce n'est pas le cas. C'est impossible de se dire qu'il ne pourra pas avoir de violation de données. Malheureusement, en sécurité, le risque zéro, il n'existe pas du tout. Même Google, même Sony, même Microsoft qui mettent des milliards, ils vont se faire hacker. La question, c'est est-ce qu'ils ont mis en place les moyens nécessaires, au-delà même d'argent, de mesures, comme l'a dit Oussama, techniques et organisationnelles? Est-ce que je les ai mises? Et est-ce qu'elles étaient adaptées à mon service? Voilà. Donc ça, effectivement, et je mets juste je rajoute juste un point par rapport à la sensibilisation des collaborateurs, qui est très juste, ce qu'a dit Oussama sur le fait que c'est à la fois le premier risque, c'est aussi, finalement, si les gens sont bien sensibilisés, le moyen numéro un de se protéger. Il y a deux points. C'est fondamental, mais ça ne suffit pas. Je compterai juste sur ce point-là. C'est qu'un employé, si il est formé, mais qu'il n'a pas, enfin, un employé n'importe qui d'ailleurs, qu'il n'a pas de sanctions potentielles, il est tout de suite un peu moins sensibilisé au point qu'on le veuille ou non. Parce que s'il a beau faire n'importe quoi, il y a zéro conséquence pour lui, bah, peut-être qu'il n'aura pas envie de s'embêter à prendre les process. Donc, le seul point que je rajouterais sur cet aspect de sensibilisation, c'est que ça ne marche
que si vous mettez en place, et donc là j'en viens avec le slide d'après si je ne me trompe pas, Chloé, Exactement. qui doit être les mesures, hein, donc, notamment organisationnelles et juridiques, sur comment en fait, je fais en sorte que les salariés vont prendre l'information et l'appliquer. Et ça passe par des mesures organisationnelles et typiquement par des mesures qui permettent de rendre contraignantes les mesures de sécurité que vous mettez en place. Donc la société, par exemple, va dire, moi, pour pouvoir sécuriser les données de mon infrastructure, vous devez respecter telle règle, telle règle, telle règle, telle règle. Si vous ne les respectez pas, votre responsabilité personnelle peut être engagée. Il faut bien que tout le monde comprenne que quand on parle depuis tout à l'heure de risque, évidemment, s'il y a une violation de données d'une société et qu'il y a des données qui partent dans la nature, c'est la société qui est responsable auprès de la CNIL et des clients. C'est évidemment pas le salarié, on est tous d'accord. Il faut savoir que le risque, ça peut être des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, potentiellement, avec le RGPD. C'est évidemment pas un particulier, ça n'a pas de sens. C'est donc bien la société. Néanmoins, cette société, elle peut dire, en fait, moi, j'ai mis en place, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'ai mis en place des mesures nécessaires, donc tout ce qu'a dit technique, comme l'a dit Oussama, toutes les mesures techniques dont on a parlé, les audits, des mesures techniques d'anonymisation, de chiffrement, de machin et compagnie, et aussi organisationnelles, où j'ai fait de la sensibilisation, j'ai mis dans les contrats de travail des clauses spécifiques, j'ai des chartes des systèmes d'information que j'ai fait signer par les salariés ou validés par le CSE et compagnie pour que ça devienne contraignant. À partir du moment où c'est contraignant, moi, par exemple, imaginons violation de données, j'ai un problème. Je vais donc d'abord regarder, OK, est-ce que j'avais des mesures techniques? Très bien. Est-ce que maintenant, c'est un salarié qui a fait des bêtises? Est-ce que j'ai mis en place les mesures? Oui, j'avais sensibilisé, oui, il y avait toutes les contraintes. Il a quand même fait une bêtise, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas ce que je veux dire. Évidemment que c'est grave. Mais néanmoins, ma responsabilité va être difficilement engagée. Par contre, moi, je peux, après, aller sanctionner le salarié qui n'aura pas respecté. Vous voyez, il y a différents niveaux. Donc ça, c'est très, très important de bien comprendre que les mesures organisationnelles sont aussi importantes et le juridique est aussi important que le technique. Parce que si vous avez, par exemple, le technique, nickel, mais que vous n'avez pas l'organisationnel derrière, dont je viens de parler, et qu'il y a un problème, votre responsabilité est engagée. Si vous avez l'organisationnel, mais vous n'avez pas le technique, votre responsabilité, elle est engagée. Le RGPD et la sécurité, c'est un tout. Et juste, je finirai sur un dernier point là-dessus, c'est que le RGPD nous dit bien, en matière de mesures de sécurité, encore une fois, que c'est à vous d'identifier ce qui est adapté ou pas. D'accord. Et justement, Pardon, vas-y, tu Chloé. parles de RGPD, mais en fait, c'est un texte très étoffé. Est-ce que tu peux nous faire des grands rappels un peu sur ces principes généraux? Oui, alors, sur le RGPD de manière Sur globale, le tu veux dire? RGPD, oui. Alors, donc oui, le RGPD, il y a beaucoup de choses pour faire de manière, on va dire, très, très, très schématique. Dans le RGPD, vous avez trois grandes déjà, catégories de services qui vont être concernés. Le service marketing comme sales, évidemment, tout ce qui va être prospection commerciale, communication, compagnie, tout le monde comprend pourquoi. Le service RH, les gens l'oublient beaucoup, mais on vient d'en parler là, sur les mesures organisationnelles, mais aussi les salariés, ils ont des droits aussi, vous avez l'obligation de les respecter, sinon ils peuvent vous attaquer devant la CNIL. Ça, c'est aussi donc, un volet RH très fort, qui est tant sécurité que en fait, RGPD du droit du travail, on va dire. Et le dernier aspect, c'est l'aspect service. Donc, vous êtes un outil digital, il y a toute la sécurité de l'outil digital, la conformité de l'outil digital, vous avez la conformité du service en tant que tel. C'est ces trois volets-là. Et dedans, vous avez la sécurité, vous avez la formation des personnes, le contrôle des prestataires techniques, les durées de conservation, les transferts dehors de l'Union européenne. Donc, il y a un certain nombre de choses. Et le problème, enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir avec le RGPD, et je pense que vous avez commencé à le comprendre, c'est qu'en fait, je ne peux pas me dire, je vais faire juste un point du RGPD une fois. En fait, si vous faites ça, de toute façon, autant rien faire en réalité, parce que c'est comme si, je sais pas, vous allez votre voiture, vous avez eu un gros accrochage, il y a un frein qui marche plus, le phare avant, le phare arrière, et vous allez au garagiste, il vous dit, je vais réparer juste le frein gauche. Ok, mais en fait, j'ai quand même un problème. En fait, c'est pareil. Le RGPD, c'est un tout. Et en fait, souvent, il y a des acteurs qui vont vous dire, je vous fais juste un one-shot une fois ici, par-ci, par-là. Ça n'existe pas. Et je pense que vous commencez à le comprendre. Et du coup, pour les entreprises, pour les aider à mettre en place, ou en tout cas vraiment à se mettre en conformité aux réglementations, elles peuvent s'aider d'un DPO, probablement. Est-ce que c'est une obligation pour toutes les entreprises d'avoir un DPO?
de nommer? Alors, bonne question, et je te remercie pour la publicité, parce que comme ça je peux en profiter. Mais, non, mais tu as raison, c'est une bonne question, parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'effectivement, tout à l'heure je parlais de délégué à la protection de la donnée, peut-être que personne ne sait ce que c'est. Euh, en fait, on va dire que le délégué à la protection des données, c'est votre DSI juridique. En gros, c'est celui qui va s'occuper de toute la gestion des data. C'est le chef d'orchestre en termes de gestion de la data, et donc conformité data, et c'est même lui qui chapeaute un peu entre guillemets la sécurité. C'est pas lui qui a la maîtrise de sécurité. Moi, j'ai aucune compétence en cybersécu. Par contre, c'est lui qui va quand même orienter les risques et compagnie en fonction de ce qu'on a dit, qui va dire et qui va mettre en conformité la structure. Et donc, effectivement, le RGPD aujourd'hui, c'est un sujet très technique et qu'on ne peut pas faire tout seul. Celui qui pense qu'il peut faire ça tout seul, ben, en fait, il se trompe. C'est comme moi avec la compta, je suis nul. Si je fais ça tout seul, je vais me faire embêter par le fisc. Et ben, en fait, ça sera pareil pour vous. En fait, c'est impossible que vous le fassiez tout seul. Et donc, oui, aujourd'hui, ça devient tellement spécialisé qu'il faut être accompagné. Et donc, il faut, notamment dans certaines structures, doivent obligatoirement avoir des PO. Ce n'est pas le cas de toutes les structures. Mais globalement, dès que vous avez des données sensibles, santé, orientation sexuelle, religion, enfin tout ce qui peut faire l'objet d'une discrimination, déjà vous êtes obligé. Globalement, si vous êtes un sous-traitant au sens du RGPD, on pourra expliquer ce que c'est après. Et concrètement, on va dire un logiciel métier, un SIRH, un hébergeur, tout outil métier en gros qui va traiter les données de vos clients. Si vous êtes obligé d'avoir un DPO pour une raison simple, c'est que vous n'en avez pas un. Vos clients vont vous poser des questions, ils vont vous auditer juridiquement. Et si vous ne pouvez pas répondre, vous perdez le client ou vous ne vendez pas. Hein, nous, on a beaucoup de nos clients, ils sont chez nous parce qu'ils ont un enjeu business. S'ils n'ont pas un DPO, ils ne peuvent plus confronter les idées et donc voilà, il y a un enjeu business. Donc oui, évidemment, j'ai envie de vous dire, soyez accompagné par un DPO, mais après, je ne suis peut-être pas le plus objectif, mais la réalité, c'est que de toute façon, je n'ai pas besoin de vous convaincre, ça devient une réalité. Et donc, pour réussir à mettre en place toutes ces mesures, on vient de le voir, hein, il faut aussi se conformer à certaines normes. Donc, on l'a déjà abordé rapidement tout à l'heure, le RGPD notamment. Alors, comment mettre en place une stratégie de mise en conformité au RGPD? Est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne sont pas forcément conformes? En fait, oui, j'ai envie de dire que la seule bonne pratique que j'ai, ce que je viens de dire, hein, c'est faites-vous accompagner. Parce que, en fait, c'est comme si se dire, en fait, c'est un peu comme le médical. Souvent, j'aime bien faire le parallèle, c'est-à-dire que c'est comme si je vous disais, je peux pas vous dire allez vous faire soigner tout seul et aller sur Doctissimo, ou si vous tapez, vous avez un petit truc sur le bras, vous avez tout de suite la pire maladie, vous allez mourir dans 3 jours, et vous savez pas comment vous guérir. C'est un peu la même chose. Je peux vous donner des bonnes pratiques, mais en fait, la réalité, c'est que si vous êtes malade, vous serez toujours malade, et que vous n'allez pas devenir médecin comme ça. Donc, si on veut se faire soigner, il faut aller chez le médecin. Si on veut être conforme RGPD, il faut aller voir un spécialiste RGPD. Sinon, en fait, vous ne serez pas soigné. Vous aurez toujours une maladie latente qui attendra. Après, je mettrai un petit bémol. Ça dépend aussi de l'activité que vous faites. Si vous êtes uniquement une activité de pur conseil, par exemple, je prends un cabinet d'avocat, limite même notaire et compagnie, sincèrement, j'ai envie de dire, le RGPD, c'est pas vraiment votre sujet, pas aujourd'hui en tout cas. Par contre, si vous êtes dans le digital, e-commerce, je vous l'ai dit, multimétier, quel qu'il soit, bon là, faites-le, sinon vous allez avoir un problème. Ouais. Vous allez avoir un problème business en fait. Avant même risque CNIL et violation de données, vous aurez un problème business. Et je finirai juste sur un point là-dessus, excuse-moi Chloé. Quand je parle de risque business, il est amont et aval. C'est-à-dire que risque business peut être amont, c'est-à-dire je ne peux plus vendre ou je perds mon client parce que je ne suis pas conforme. Mais pourquoi? Parce que lui, il a un risque. Et l'un des risques qu'il a, c'est notamment une violation de données, qui là est un risque aval. Et en fait, si je n'ai pas mis en place les mesures, encore une fois, techniques et organisationnelles en aval, en fait, je vais avoir un risque 100 fois plus fort et notamment de perte de clients. Et je pourrais avoir des exemples tout à l'heure là-dessus, liés notamment à une violation de données. J'ai des exemples très concrets. Parfait, alors on verra ça juste après. Et dans le cadre ISO 27001, alors quelles sont les obligations et les responsabilités en matière de cybersécurité? Et là, c'est plutôt une question pour toi, Oussama. Yes, ouais, merci Chloé. En fait, aujourd'hui, pour chaque entreprise, elles souhaitent de bien gérer leur système de management de la sécurité d'une bonne façon et d'une façon conforme.
Et c'est pour ça qu'on cherche toujours à avoir cette conformité. Et pour avoir cette conformité, il faut être aligné avec une norme internationale. Aujourd'hui, l'ISO 27001, ça constitue pour nous, pour les RSSI et aussi pour les managers cybersécurité, notre guide pour bien gérer la sécurité en interne. L'ISO 27001, je parle toujours de l'ancienne version parce qu'il y a une nouvelle version qui vient juste d'être sortie, celle de 2022, ISO 27001 2022. Mais je vais parler sur la certification ISO 27001 2017 sur lequel j'ai beaucoup de l'expérience à l'implémenter. Je l'ai implémenté chez pas mal des clients, donc j'ai beaucoup de retours sur cette partie. Donc l'ISO principalement, elle est splittée je peux dire des chapitres. Sur chaque chapitre, c'est là où l'ISO 27001 va être concentré. Donc je peux prendre la partie ressources Mhm. humaines. L'ISO 27001, elle donne dans le guide de l'ISO les différents bonnes pratiques à avoir sur la gestion des ressources humaines pour gérer les ressources humaines d'une manière sécurisée. Et aujourd'hui, le fait d'implémenter l'ISO 27001, c'est pas toujours d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue contrôle et aussi d'avoir un SMSI qui est conforme aux normes internationales. Aussi, dans l'ISO 27001, il y a une partie technique qui est l'audit. Donc, les audits de l'ISO 27001 s'appuient sur les audits que j'ai expliqués ou que j'ai présentés tout à l'heure, les audits système, les audits de tests d'intrusion, code review, audit de configuration, audit d'architecture, et aussi l'analyse de risque. Et c'est là où vraiment l'ISO 27001, c'est une certification importante pour chaque entreprise parce que elle va contrôler la manière où l'entreprise va analyser le risque interne de l'entreprise. Donc, chaque année, il y a un audit de contrôle. Et l'audit de contrôle, l'auditeur, elle va contrôler déjà la méthodologie sur laquelle l'entreprise va s'appuyer pour détecter et pour analyser les risques. Et aussi, elle va aussi voir les risques qui ont été remontés et la méthode dont l'entreprise va gérer par la suite les risques. Donc, il n'y a pas que l'ISO 27001, mais aujourd'hui, en Europe et aussi en Afrique, c'est la certification le plus connue. Mais aussi, si on parle d'autres continents, par exemple l'Amérique, Canada, on trouve SOC 2. Donc, SOC 2, il y a une différence entre SOC 2 et l'ISO 27001. SOC 2, c'est toujours une certification qui concerne les entreprises, mais précisément les entreprises qui vendent un service, ou bien qui donnent, qui misent à disposition de leurs clients, par exemple, une application. Je peux citer quelques exemples, les hébergeurs cloud, les entreprises qui fournissent une application à leurs clients. Et pour avoir une assurance qui va être entre les clients et l'entreprise, on a cette certification, on a une certification SOC 2. SOC 2, il y a une petite différence avec l'ISO 27001 qui est une certification one shot. La différence avec SOC 2, c'est en deux types. Il y a SOC 1 et SOC 2. La différence entre SOC 1 et SOC 2, c'est dans la durée de l'audit. Dans la SOC 1, l'audit s'effectue une seule fois, mais SOC 2, c'est un audit dans une période. Ça veut dire, par exemple, on peut prendre une période qui est généralement 6 mois, et durant tous ces 6 mois-là, l'entreprise, elle va être auditée bien sûr, avec la solution qui est le sujet de ce audit. Je peux prendre dans notre cas SmartRoby. Donc SmartRoby est dans la voie de certification SOC 2. Donc on est audité dans 6 mois dans cette certification SOC 2. Et durant tous ces 6 mois, ces 6 mois, l'auditeur, elle va voir toutes les parties techniques, aussi comment l'entreprise, elle gère la protection
des données, et notamment ce qu'a dit Raphaël tout à l'heure, est-ce que l'application est bien conforme avec l'RGPD ou pas? Oui, merci Soussama. Je rajouterais juste un point euh, sur l'assertif et le SOC 2. Juste, alors évidemment, quand je suis ancien avocat et juriste, je suis obligé de faire de mettre mon grain de sel juridique. C'est que, juste pour que tout le monde ait conscience que le RGPD, c'est une obligation légale. C'est obligé. C'est la loi. Les certifications et SOC 2, ce sont des standards de sécurité, ce sont des normes. Il faut bien qu'on va avoir conscience que quand ce n'est pas obligatoire, ça peut le devenir obligatoire parce qu'un client vous le demande. Par exemple, vous avez un client ou un prospect qui vous dit, moi, je ne recrute que des prestataires certifs ISO, SOC. Voilà, ça vous le devient obligatoire pas par la loi, mais parce qu'on vous impose un standard. D'accord? Il faut bien en avoir conscience parce que c'est pas la même chose. Moi, je préfère juste le préciser parce que pas plus tard qu'avant-hier, on a un client, parce que tous les services n'ont pas besoin d'être certifs ISO 27001 et SOC 2. Exactement. Voilà, je suis un conseil, encore une fois, je reprends, je suis un notaire, je ne fais pas de Yes. certif 27001, ça n'a pas de sens. Et en fait, nous, avant-hier, on avait un client qui est un outil de sales marketing, mais qui prend juste, scrape des informations dans LinkedIn et les sort. Donc, il n'y a pas beaucoup de données bien méchantes, c'est que des données qui sont en fait publiques. Techniquement, il n'y a pas grand-chose et compagnie. Enfin, c'est pas vrai en plus, parce qu'en plus, ils super leur service. Mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le risque technique est très faible pour leurs clients, notamment. Et en fait, ils arrivent vers les Américains qui leur disent, ah bah, je veux du SOC 2. Oui, enfin bon, je ne vais pas dépenser 50 000 ou 100 000 euros pour un du SOC 2, alors que ce n'est pas du tout adapté, et on en revient à l'obligation de moyens de tout à l'heure et compagnie. Donc, pour le coup, il peut y avoir dans ce genre de situation, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une obligation, ça arrive très souvent que des clients leur disent attention, peut-être qu'en fait, tu n'as pas besoin, par rapport à ton activité, il suffit d'expliquer en quoi on fait bien les choses et à la fois à quel point le RGPD, pour le coup, qui nous oblige d'avoir une mesure de sécurité adaptée, me permet de dire que ce n'est pas adapté, donc je ne vais pas le faire. Voilà. Je voulais bien préciser ça, le RGPD, c'est obligatoire. L'assertif ISO et SOC 2, c'est pas obligatoire. Par contre, c'est très pratique parce que ça vous permet d'avoir un enjeu business dans certains cas et ça me permet d'avoir quand même un niveau d'exigence en termes de sécurité qui est fort. Donc, vous avez un standard qui est quand même important. Et gérer sa responsabilité, c'est aussi anticiper les différents risques. On va le voir dans la prochaine partie. Je veux Donc, juste intervenir, oui, Chloé, si tu peux me permettre, oui, bien sûr, juste bien sûr. pour. Je m'en profite du slide d'avant, parce qu'on a parlé de l'ISO 27001. Et je vais aussi me profiter pour initier de notre prochain webinaire avec l'AFNOR. C'est le cas, on va partager notre partenariat direct avec un organisme de certification ISO 27000, les différentes certifications ISO, sur lesquelles on va parler en détail de l'ISO 27001 et aussi le changement qu'il y a eu entre 2017 et 2022. Et aussi, c'est là où on va partager exactement notre retour à expérience sur l'implémentation de l'SMSI pour être conforme à l'ISO 27001. Pardon. Effectivement, Non, tu as non, je t'en bien prie, fait d'en Samara, tu parler, as raison. merci. Et, tu m'as fait penser juste à un dernier point, juste pour que tout le monde comprenne pourquoi je fais cette distinction entre obligatoire et pas obligatoire. C'est en termes de risque. Vous faites la certification ISO, mais vous n'avez pas mis en place les autres mesures RGPD, vous faites taper dessus. Et vous aurez des problèmes et vous aurez des sanctions CNIL et autres. D'accord? Voire même potentiellement, je vous rassure, pénal. Et là, on en est très très loin. Je crois que personne ne s'est jamais fait condamner, même si des textes existent. Donc n'ayez pas peur. Mais en revanche, vous êtes bien sur le RGPD et vous n'avez pas l'assertif. Si c'est pas adapté, encore une fois, ça pourrait être qu'un enjeu business. Hein, d'accord? Et encore en sachant que vous l'adaptez. Donc voilà, il y a conscience de ça. Il y en a un qui est obligatoire parce que si vous ne le faites pas, vous avez un problème avec l'administration et avec les clients et les users et compagnie. C'est là qu'on peut vous attaquer en justice. Les certifs et SOC, ce n'est pas le cas. Qu'on comprenne bien les enjeux qu'il y a derrière. Non, tu fais bien d'en On ne peut pas vous reparler. attaquer en justice parce que vous n'êtes pas Ouais. ISO 27001. C'est ça que les choses soient claires. Justement, on en a déjà du coup un petit peu parlé des risques. Donc avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, on l'a aussi un petit peu abordé tout à l'heure, il y a quand même une question importante à poser. Est-ce que les risques sont les mêmes déjà en fonction du domaine ou du secteur d'activité? Est-ce qu'il faut se prémunir de la même façon de ce fait-là?
Excuse-moi, c'est-à-dire? Alors, Yes. les risques, on les connaît, on va les voir ensemble en ce moment. Mais est-ce qu'en fonction du domaine ou du secteur d'activité pour une entreprise, elle a les mêmes risques, les mêmes enjeux? Est-ce qu'elle Non, doit non, aussi non, se oui, oui, conformer aux mêmes pardon. lois? Mm. Alors, dans tous les cas, de toute façon, elle doit respecter le RGPD. Effectivement, dans certains cas, elle peut avoir une obligation renforcée. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure en termes de sécurité, et ce que disait Oussama, mais je suis une donnée de santé, je suis un hôpital, je ne vais pas avoir les mêmes mesures de sécurité qu'un cabinet d'avocats. Mm. Déjà parce que je suis peut-être plus la cible de personnes malveillantes. Et ouais, et en plus parce que j'ai des données qui sont beaucoup plus sensibles et j'ai donc un risque qui est beaucoup plus fort. Mm. Pareil, je suis un outil métier. Moi, mon risque, c'est que les données de mes clients fuitent fuitent dans la nature, qu'il y ait un problème technique d'arrêt du service pendant un certain temps. Et donc, dans ce cas-là, bah, moi, là, je vais devoir en référer à mes clients. D'accord? Je donne un exemple. Je suis un outil, je donne encore une fois à SIRH parce que tout le monde comprend bien. Donc, j'ai au SIRH, j'ai les payes, j'ai éventuellement même des données de santé sur le handicap éventuellement, j'ai les numéros de sécurité sociale et compagnie. J'ai quand même pas mal de choses qui sont un peu touchy. J'ai un problème technique, il y a une violation de données, je n'avais pas mis en place les moyens nécessaires, mes clients peuvent m'attaquer en justice. Et si Mm. même, ça peut même aller plus loin, si même les end users, donc les salariés, ont été, imaginons, victimes du fait de cette violation, peuvent eux aussi vous attaquer en justice. Et en plus, la CNIL aussi. Donc en fait, vous êtes attaqué un peu de tout part. Il faut faire bien les choses. Donc ça dépend. Voilà, le niveau de risque n'est évidemment pas le même en fonction de l'activité. D'accord? Mm. Alors, Voilà. j'ai une question qui vient d'être posée parce qu'on parle beaucoup du RGPD. Alors, est-ce que vous auriez des éléments de réponse sur d'autres règlements type DORA ou NIS2? Alors, à voir. Alors, Dora, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais Nice 2, en fait, on en avait un peu parlé brièvement quand on préparait le webinaire, parce qu'en fait, on est tellement loin de la sortie du Nice 2 que clairement, on n'a même pas regardé parce que ça peut encore changer. Très très loin, hein. Je pense que ça arrive, c'est pas avant un petit moment. Ça dépend en plus de quoi on parle, hein. C'est avec des réglementations, on en a un peu tout. Si par contre on parle de la protection des données et de la sécurité, bah, vous avez le RGPD, dans une certaine mesure la loi informatique et liberté, Mhm. la directive de 2002 e-privacy, euh, et, euh, c'est déjà pas mal. Après, il y a des textes de droit, encore une fois, de droit pénal, mais c'est vraiment, ça ne va s'appliquer qu'à des hackers, hein, pas à vous. Et il peut y avoir, dans certains cas très très particuliers, de nouveaux textes qui viennent de tomber. Vous en avez peut-être entendu parler, le DSA et DMA. Enfin, il y en a un qui est encore qui entre en vigueur, l'autre qui va entrer en vigueur, mais qui s'applique quand même plutôt à des très très grosses plateformes. Donc voilà. Euh, oui, bah, en fait, je comprends ce que vous dites pour le secteur financier. Je pense que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, il y a des obligations sectorielles, mais là, c'est plus la même chose. Effectivement, dans le secteur financier, on va par exemple vous dire par moment, vous avez l'obligation de garder des données dans la lutte contre la fraude pendant 5 ans. Mais c'est une loi sectorielle qui, comment dire, là, vous devez respecter, mais c'est pas une loi générale de protection des données ou de cybersécurité. D'accord. Mais effectivement, après, il peut y avoir des éléments sectoriels, mais je pense que dans le DORA, par exemple, j'en sais rien, je ne le connais pas, mais je ne pense pas qu'ils disent il faut sécuriser suffisamment. Peut-être qu'ils disent il faut prendre telle mesure spécifique dans le secteur financier, il faut mettre en place tel process, il faut, encore une fois, garder les données tant de temps et compagnie, quoi. Mhm. Exactement, je pense qu'il y en a beaucoup des règlements comme l'exemple de Nice 2 ou bien de Dora. Et je pense que les règlements pour les entreprises qui sont en voie de certification ISO 27001, ils l'auront besoin parce qu'il y a une partie de conformité, loi et règlements applicables. Donc c'est là où l'ISO insiste, ou bien il oblige l'entreprise de lister tous les règlements applicables et aussi les lois applicables dans leur contexte et leur demande d'être conforme et aussi d'étudier la conformité vis-à-vis ces lois. Et aussi, en cas de non-conformité, l'ISO, elle demande de dresser un plan d'action pour poursuivre et pour être conforme à la fin. Je pense que je reste toujours
dans les risques et conséquences. Et je pars maintenant sur les risques de sécurité. Et je confirme ce que Raphaël a cité tout à l'heure. Donc, les risques sont différents d'un domaine de l'autre. On ne peut pas dire que les risques pour un client de santé, c'est le même pour une start-up de développement logiciel, par exemple. Donc, les risques sont différents. Et aussi, je pense, et avec la confirmation de Raphaël, les sanctions de la CNIL sont différentes d'un domaine à autre. Euh, Aujourd'hui, les risques sécurité sont multiples et l'ingénierie, ça reste dans la façon où l'entreprise ou bien comment l'entreprise va gérer ces risques-là et aussi avec les systèmes et la procédure adoptée pour atténuer le risque et aussi pour dresser le risque. Je m'en profite j'ai vu une question qui cite la PSA. Oui, alors la question, c'est quel mécanisme de PCA ou PRA un RSSI pourrait mettre en place après un audit qui s'adapte avec la norme ISO 27001 ou autre? Ouais. En fait, pour être bref sur cette question, la méthode, ça dépend de chaque. En fait, la norme ISO, elle est un peu, elle est un peu indépendante. Pour la PCA, ça dépend toujours de domaine de l'activité. La PCA pour un hôpital, c'est pas comme pour une boîte de conseil. Il y a plusieurs mécanismes à prendre en compte, notamment les risques qui sont où l'entreprise et à faire face, et aussi les différents intervenants et les parties prenantes. Donc, il y a tout un système qu'il faut prendre en compte. Et aussi, il y a différents systèmes à gérer pour avoir à la fin une PSA et PRA bien définis. Et c'est à la fin, donc, le RSIC avec avec l'équipe concernée de déploiement de la SMSI qui va bien choisir leur procédure qui match avec PSA et PRA. Et on a également une autre question. Alors, selon vous, quel est le défi? Oui, Excuse-moi, je suis désolé. Juste, je voulais répondre. Il y avait Oussama, tout à l'heure, tu as parlé des risques effectivement CNIL et de la différence. Et je voulais juste revenir 2 secondes là-dessus parce que tu as entièrement raison. Ayez conscience qu'effectivement, on vous parle depuis tout à l'heure d'adapter votre mesure de sécurité à votre risque. Il est indéniable que plus vous avez de risques, plus ça veut dire que vous avez soit un volume de données important, soit des données qui sont sensibles, soit les deux. Et donc, ça veut dire que plus vous avez un risque, plus effectivement, si vous ne le mettez pas en place, le préjudice peut être élevé. Et le préjudice, il est de plusieurs sortes, hein, parce qu'effectivement, on parle de risque. N'oubliez pas que le risque est un risque CNIL. C'est sûr, si vous avez des obligations de notifier, par exemple, à la CNIL quand vous avez dans certains cas particuliers, dans certains cas, et quand en gros vous êtes victime d'une violation, vous êtes obligé de notifier la CNIL et notamment de donner des informations qui peuvent être qui peuvent être un retour de bâton, boomerang. Typiquement, je suis un outil médical. J'avais pas bien sécurisé, j'ai une violation de données avec un énorme volume. Je supprimais pas en plus les données de mes anciens clients et compagnie, donc j'ai un gros volume. Je suis obligé de dire à la CNIL que c'est des données de santé, que j'ai eu une violation de données pour telle raison, avec tel volume. Vous êtes sûr de recevoir une lettre de mise en demeure. D'accord. C'est pas vrai si je suis à mon compte tout seul, je suis auto-entrepreneur, je vais faire une demande, je vais une petite violation de données où il y a eu 5 mails qui sont partis, la CNIL jamais ne s'intéressera à vous. D'accord. Et pour finir, le montant de la sanction, il est lié à ça. Il est lié au volume, il est lié à la criticité, il est lié aussi à est-ce que vous avez pris en place les mesures. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, même si c'est la pire violation de données de l'univers. En même temps, si la Corée du Nord elle a essayé de vous attaquer, c'est compliqué de l'empêcher. Donc, on ne va pas forcément vous attaquer en justice. Mais n'oubliez pas qu'il y a CNIL, il y a aussi le client. On a un client qui était un outil métier qui avait des centaines et centaines de clients, que Tonutochi. Il a eu une violation de données qui n'était même pas de son fait, c'était son prestataire qui avait fait une faute, qui avait fait une erreur justement, et je reviens à l'exemple de tout à l'heure, il avait fait une erreur
parce qu'il n'avait pas mis à jour un logiciel. Mm. Là, clairement, vous avez l'obligation de moyen, elle saute tout de suite, hein. Il va aller mettre un jour un logiciel. Il n'a pas mis à jour le logiciel. Violation de données par hacker. Hop, ça touche toutes les données, extraction et compagnie. Vous imaginez bien que, alors, ça, nous, notre client, il a été l'une des victimes et lui-même a dû après. Le bon exemple, justement, c'est que lui, il utilisait un prestataire. Ce prestataire a eu un problème, mais ce prestataire avait des centaines de clients, pas que le nôtre. Ce prestataire a fait une erreur. Donc, qu'ont fait tous les clients? Ben, en fait, ils sont partis. Ils ont quitté ce prestataire, dont mon client. Par contre, mon client, il avait bien tout contrôlé, il avait bien tout fait, il avait mis en place tous les éléments. Même si lui, ses clients aussi ont été victimes, ses clients ont essayé de voir s'ils ne pouvaient pas engager sa responsabilité, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, lui, il a pu se désengager sa responsabilité. Vous voyez. Oui. Donc, ça, c'était juste le petit point. Et après, bah voilà, après, répondons à la deuxième question. Donc la deuxième question, Je m'en c'était... profite. Ah, Yes. bon, bah, vas-y, où ça va? Je me profite juste pour répondre à la question de Monsieur Mamadou, pour donner une bref méthodologie ou bien bref vision comment avoir un PCA, PRA qui va répondre parfaitement à la demande de l'ISO 27001. Donc, je pense que ce qui est proposé, c'est de faire en premier temps un petit audit pour savoir l'existence. L'audit, ça ne va pas sortir de voir ce qu'on a réellement dans le système d'information. Je peux te donner des exemples. On a un firewall qui n'est pas redondé. Donc, ce firewall, par exemple, c'est un risque pour nous. Parce que si le jour où le firewall est crassé et grillé, donc c'est un risque majeur pour l'entreprise. Donc, c'est là où tout le système sera bloqué. Donc, je donne aussi un autre exemple. On a une application qui est, par exemple, utilisée je dis n'importe quoi, 100 000 utilisateurs. Et cette application, elle n'est pas derrière, elle n'est pas en achat, elle n'est pas redondée. Aussi, on n'a pas fait les tests pour savoir est-ce que l'application elle va supporter 100 000 utilisateurs. Donc, un jour, on peut avoir le risque d'avoir cette application crashée. Donc, tout ça, il faut déjà faire un audit pour saisir les différents points critiques du système d'information et on va dresser par la suite la PCA et la PRA en fonction de ces points critiques que nous avons identifiés de l'architecture et du système d'information. Et aussi pour la PRA, ça dépend de l'existant. Par exemple, en matière de ressources humaines, si on a par exemple une équipe qui est, je peux te dire un exemple, une équipe de 2 personnes, c'est pas la même qu'une équipe de 4 ou bien de 6 personnes. Ça dépend de la disponibilité de l'équipe. Aussi, ça dépend de la disponibilité en matière d'outils, en matière de ressources. Et par la suite, on aura tous les éléments qui vont nous aider à bien dresser notre PCA et PRA. Et M. Mamadou, vous avez bien fait, vous avez posé une très bonne question parce que ces 2 documents, c'est les documents, je peux dire, parmi les documents critiques dans le SMSI, PCA et PRA. Et seul le RSSI qui connaît très bien leur équipe et qui connaît très bien le système d'information, qui a les éléments pour répondre. On va passer pour ne pas tâter. Oui, alors on va commencer à être assez limité dans le temps. Donc, Ah est-ce oui, qu'on peut n'hésitez avoir une pas. réponse assez rapide sur l'autre question pour pouvoir passer à la suite? Donc, quel est le défi que peut rencontrer un service marketing dans la relation B2B2C en matière de RGPD? Je ne sais pas qui veut prendre. Bah, je prends parce que là, ça me parle très bien. On a beaucoup de clients qui sont dans cette situation-là. Déjà, j'imagine que si vous êtes B2B2C, ça veut dire que vous avez et des clients B2B et en fait, vous adressez aussi à des destinataires B2C. J'imagine que ça va peut-être les leads. En fait, vous êtes full RGPD. Donc, en gros, le défi, bah, c'est que votre activité même est liée au respect du RGPD. Et c'est même, je vais vous dire, très intéressant, c'est que en fait, l'essentiel des outils, des prestations marketing où je suis démarché tous les jours, par exemple, pour me dire, ah, je vais prospecter pour vous, ils ne sont pas conformes. Ils ne respectent pas les règles de l'opt-in, par exemple opt-in, opt-out, c'est-à-dire par exemple de désinscription, d'information. Or, il faut savoir que la prospection, c'est le canal de risque auprès de la CNIL numéro 1. Voilà, je ne respecte pas le RGPD, je suis un peu énervé, voilà, j'ai passé une mauvaise journée, je reçois un mail de prospection, il n'y a pas l'opt-out, j'en ai pour 2 secondes, auprès de la CNIL, au bout de 2-3, vous recevez une lettre de mise en demeure directe. Donc, il faut savoir que c'est le premier canal et en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui ne le comprennent pas. Et donc, vous, si vous êtes prestataire qui fait de la prospection pour vos clients,
Si vous avez demain une personne énervée et que vous avez mal fait la prospection, là, clairement, ça va pètera de tous les côtés. Donc, je vous invite fortement à aller voir un expert pour vous mettre en conformité. Et je ne dis même pas ça, que vous pouvez aller voir n'importe qui. Je parle même pas ça pour nous, c'est vraiment pour vous. Clairement, je suis même surpris qu'on ne vous ait pas encore demandé d'être conforme parce que le risque, il est pour vos clients. Vos clients, ils ont l'obligation de vous contrôler. S'ils ne vous contrôlent pas et que vous faites une bêtise et qu'il y a un problème, vous êtes responsable. Et c'est d'autant plus vrai si vous êtes en marque blanche. Si vous êtes limite, pas en marque blanche, plutôt apporteur d'affaires, c'est peut-être un peu différent. Mais globalement, si vous faites de la prospection en marque blanche, par exemple, vous n'êtes pas RGPD compliant. Sincèrement, votre activité dans les... Parce qu'il y a un dernier truc, après je finis ma réponse, Chloé, mais il faut savoir que le RGPD, c'est une question de probabilité. C'est pour ça que je parlais de médical. On peut ne pas être malade pendant 5 ans et tomber 5 fois de malade, 5 fois, avoir 5 rhumes dans l'année, finalement. Donc, ce que je veux dire, c'est que en probabilité, vous avez 100% de probabilité d'avoir une violation de données dans les prochaines années. Vous avez 100% de probabilité d'être audité par vos clients si vous êtes un sous-traitant. Et typiquement, dans la prospection, même si par exemple, vous n'avez pas été audité pour les 2 dernières années, vous avez 100% de probabilité que ça va arriver. Voilà. Parfait. Merci Raphaël. Euh, donc, si malgré tout, finalement, je fais face à une fuite de données, donc quelles actions techniques je dois mettre en place? Alors, on va peut-être pas pouvoir rentrer dans le détail de tous les points, mais Oussama, je te laisse revenir sur les actions à mettre en place, celles qui sont les plus critiques et les plus importantes. Yes, oui, je vais essayer de faire vite sur ce slide, même si c'est un slide très important parce que c'est là où on va expliquer avec une cas réelle. C'est quoi déjà Dédalus? Dédalus, c'est un fournisseur de solutions destinées au domaine de santé. Donc, un jour, il a vu une attaque de fuite de données avec une fuite très, très massive sur des données très sensibles, des données à caractère personnel qui contiennent des noms, prénoms, des numéros de sécurité sociale et aussi des constats de traitement très, 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 très confidentiels. Donc, aujourd'hui, même si on a les différentes solutions qui sont installées et même si on a fait les différents audits, les différentes solutions proposées, si un jour on est face à cette situation très délicate, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, quels sont les points à garder en tête pour faire face le jour où on a ce type d'incident et ce type d'attaque? Donc, première pensée, c'est d'isoler directement l'élément impacté. Déjà, je pense qu'il y a un niveau zéro, c'est de chercher qui est l'équipement impacté ou bien l'équipement qui a été hacké. Par exemple, si on a le serveur, donc on va aller directement au serveur, on va essayer de l'isoler et de l'isoler pour contenir déjà la fuite de données ou bien pour contenir l'attaque. Comment l'isoler? C'est simple, on va isoler déjà l'équipement de l'Internet. On retire le câble RG, le câble RG, ou bien on peut l'isoler depuis le firewall. Ou bien, si on veut être vraiment sûr, on peut tellement l'étendre pour l'isoler physiquement du système d'information. Par la suite, c'est le RSSI, le responsable de sécurité, qui va prendre le relais pour constituer une cellule de crise. Cellule de crise, elle est toujours chapeautée par un chef de cellule de crise. Donc, le RSSI, elle va nommer le chef de crise. Le chef de crise, elle va constituer l'équipe sur lequel elle va garder l'élément principal, c'est d'avoir une diversité de profils, pentester, un consultant réseau sécurité, parce on l'aura besoin par la suite pour avoir des accès sur le firewall, des accès sur le serveur impacté, ainsi de suite, et aussi quelqu'un d'autre de l'équipe. De l'équipe ISO-NCMR, l'équipe organisationnelle, et aussi si on a une entité légale, donc il vaut mieux avoir quelqu'un avec l'équipe. Après, on passe à l'étape d'évaluation de l'étendue de la fuite. Donc, la fuite, on est sûr qu'elle ne va pas être concentrée juste sur l'élément impacté, mais elle peut se proposer dans tout le système d'information. Et c'est là où il est important d'avoir cette évaluation de l'étendue de la fuite pour définir exactement le scope impacté. Par la suite,
On passera à l'étape, bien sûr, dans l'étape 3, on a bien évolué, on sait exactement le scoop, on sait quelle est l'attaque en question, aussi on sait la cause. On va passer à la réparation des failles qui ont été détectées. La réparation des failles, bien sûr, avec un petit plan d'action assez vite pour répondre très vite à cet incident. Et aussi tous les éléments de réparation et aussi tous les éléments d'évaluation, elle doit être tracée et elle doit être documentée parce qu'on l'aura besoin dans les étapes à venir. Après, ça vient l'étape de notification et c'est là où je vais laisser directement Raphaël de nous parler de cette étape. À Raphaël? Oui, en fait, merci beaucoup, Oussama. Je voudrais préciser un truc et comme ça, je vais arriver au point sur les notifications. Il faut faire une distinction entre un incident de sécurité et une violation de données. Et bien conscience de ça. Un incident de sécurité, ça impacte effectivement le fonctionnement de votre système d'information, ça peut ralentir le système, ça peut peut-être le faire cracher, mais quand vous êtes tant qu'aucune donnée n'a été touchée, il n'y a pas de problématique RGPD pure. D'accord? Le RGPD, ça s'applique dans le cas d'une violation de données. Je prends l'exemple, imaginons, il y a un mur avec 4 couches. J'ai réussi à percer un trou dans 3 couches, mais pas la quatrième, et les données sont après la quatrième. J'ai eu un incident de sécurité qui nécessite encore, évidemment, de prendre du temps, de la maintenance, du RSSI. Là, c'est du pur technique, mais vous n'avez pas de problématique RGPD. Et ça, il faut en avoir conscience parce que ce qui est très important, c'est qu'on ne fait rien, et là, je reviens aux questions de notification et compagnie. Les sujets RGPD, risques RGPD sur la violation de données, ils n'arrivent qu'en cas de violation de données. Donc, de toute façon, tant que vous ne savez pas, et ça arrive dans 90% des cas, j'ai eu un incident technique, je ne sais toujours pas si les données sont touchées. D'accord? Et d'ailleurs, il peut y avoir deux typologies de données, hein. Par exemple, je vais avoir peut-être, imaginons, il y a bien un incident de sécurité, ils ont percé, ils sont arrivés dans la base de données. Peut-être que là, ils n'ont pas accès à tout, parce que par exemple, tout ce qui va être paiement, par exemple, ça dans les modules Pacifique, ils n'ont peut-être pas réussi à percer le module de paiement, ou peut-être qu'ils n'ont pas eu toutes les données ou des données beaucoup moins impactantes. Ouais, donc, ça, c'est quand même important, parce qu'en fait, faut savoir que vous avez des obligations en cas de violation de données, pas d'incident, pas au sens du RGPD, d'accord? Vous avez l'incident, c'est plutôt par rapport à vos clients. J'ai dans mes relations contractuelles une obligation visant à avoir un niveau de service, de qualité, avec par exemple, je sais pas, qui fonctionne 99,5% dans l'année. Si vous avez tout le temps des violations de données, vous ne respectez pas vos engagements contractuels. Mais là, c'est un problème avec vos clients. Par contre, le RGPD, c'est un problème avec la loi si vous ne respectez pas. Et donc là, les délais, il y a notamment des délais de notification, et à la CNIL, et dans certains cas aux clients et dans certains cas aux end-users. D'accord? C'est-à-dire que je suis B2C, je dois informer potentiellement les end-users. Je suis en B2B, 2C, je dois plutôt informer mes clients qui, eux, pourront peut-être être obligés d'informer les end-users. Vous voyez, il y a ce genre de situation. Et par contre, moi, je dois potentiellement informer la CNIL. Et ce n'est pas dans tous les cas. Il faut qu'il y ait une violation de données. Et après violation de données, c'est dans certains cas que je vais être amené à faire la plainte, enfin, à notifier auprès de la CNIL. Il ne faut pas le faire à la légère, parce que si je n'ai pas besoin, autant pas se faire connaître de la CNIL. Par contre, comment dire, évidemment, si violation il y a vraiment, et que là, ça nécessite de faire une notification, parce qu'on n'entre pas dans les exceptions, là, il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas et que demain, il y a un problème qui est une conséquence de, ce que vous avez, de cette violation, vous n'avez pas informé qu'on le sait, vous faites taper dessus. Donc voilà. Mais pour vous donner un ordre d'idée concret, c'est j'ai une violation de données de ma base, il y a bien une violation de données, incident de sécurité, et je sais que la base a été touchée, et je sais qu'ils ont chopé des données. Sauf qu'en fait, toutes les données, elles sont chiffrées. D'accord? En fait, il ne peut pas les lire, le hacker, a priori. Bon, sauf si on avait mis les identifiants dedans, non chiffrés, j'ai déjà vu. Mais on va dire que normalement, on fait bien les choses. Tout est chiffré, les identifiants, les mots de passe, tout, voire même c'est dans des bases séparées. On a touché que la base de données qui était chiffrée. Écoutez, il ne peut pas la lire, le pirate. Donc, comme il ne peut pas la lire, en fait, il n'y a pas de violation de données puisqu'il ne peut pas lire. Donc, je ne vais pas notifier. Voilà. Yes. Merci Raphaël. Après, ça vient l'étape de. En fait, c'est pas une étape, mais on doit collecter normalement les preuves durant toutes les étapes de l'analyse d'incident.
Et à la fin, on va finir avec deux étapes. C'est une analyse post-incident. C'est à la fin de l'analyse de l'analyse de crise. Donc, dès qu'on finit la crise, on termine la période de crise. On va faire une analyse post-incident pour, euh, pour résoudre le problème et résoudre la route cause de cette attaque et de cet incident. Et à la fin, ça vient une communication transparente, comme Raphaël a cité tout à l'heure et comme il va décrire dans le slide suivant. Yes. Effectivement, alors il y a également une petite question, mais on prendra le temps d'y répondre, on prendra contact avec vous, puisque là, on va malheureusement pas avoir le temps. Mais sur cette dernière partie, donc on l'a abordé relativement au point numéro 5 tout à l'heure. Donc c'est vrai, il faut penser aux clients, aux prospects, aux sous-traitants, à la CNIL pour éviter un risque de deuxième vague. Donc voilà, quelles obligations en fait une entreprise a auprès de ses clients, quand est-ce qu'il faut les prévenir, à quel moment agir quoi finalement. Alors, pareil, vous allez me détester. Vous n'avez pas mis mon micro, pardon. Je disais, vous allez tous me détester parce que je vais vous donner la même réponse que d'habitude, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'êtes pas spécialiste. C'est tout le problème. Parce qu'en fait, ça va dépendre, je l'ai dit, de situation, des risques, de est-ce que les droits et libertés des personnes ont été touchés, les catégories de données, le volume. Il y a plein de choses qui vont jouer sur le fait de savoir si je dois informer, pas informer, si j'informe, comment j'informe et compagnie. Et en fait, malheureusement, comme c'est vraiment pareil, c'est au cas par cas, c'est difficile de faire une généralité. Je vous donnais un exemple tout à l'heure. Oui, tout est chiffré, il n'y a rien qui a été touché. Et encore, parce qu'en fait, ça dépend de certains cas, faut être sûr qu'il n'y a rien touché. Imaginons, j'ai 90% de la base qui n'est pas touchée, mais j'ai 10%, mais c'est un volume énorme. Ou alors, dans ces 10%, c'est comme par hasard, là, il y avait des numéros de sécurité sociale, ce genre de choses. Je suis obligé de faire des notifs. Donc, ça dépend vraiment de la situation. Donc, ça, il faut voir malheureusement un spécialiste. Mais ce qui est sûr, c'est que ne prenez pas ces décisions à la légère. Encore une fois, moi, ce que je vois le plus, je donne un exemple très concret pour le coup là, on a un client, il avait été victime d'un incident de sécurité. Lui, c'est un outil métier, donc pareil, comme je disais tout à l'heure, un peu comme son exemple de tout à l'heure, il a des centaines et des centaines de clients, c'est un outil SaaS. Il ne m'a pas écouté. Je lui avais dit, pour l'instant, tu ne sais pas s'il y a une violation de données, donc tu fais rien. Non paniquer à bord, parce qu'effectivement, un incident de sécurité, c'est quand même, je dis pas que c'est rien, hein, je dis que c'est pas les conséquences juridiques à ce niveau-là. Mais donc, évidemment, il y avait un arrêt de service, les serveurs étaient chiffrés, donc voilà, les clients qui disent pourquoi ça marche pas, donc la pression dans une situation de crise. Hop, il m'écoute pas. Dans un coup de panique, il envoie un mail à ses clients en disant j'ai été victime dans la cage et compagnie. Ça n'a pas loupé. Tous les clients, ils lui ont dit quoi? Contact de DPO, vous n'avez pas mis les trucs en place, a priori, je vais vous attaquer en justice et tout. Alors qu'il n'y avait rien. En fait, il n'y a eu qu'un incident de sécurité qui a fait bloquer le serveur pendant 1 jour et demi et encore les week-ends. Donc, il y a même eu quasiment zéro donnée de perdu parce qu'il y avait justement des PC, APRA, etc. Donc, finalement, il aurait juste patienté 24 heures en disant juste on a un problème de maintenance, de problème technique, désolé, ça va revenir. Il serait passé 1, 2, 3 jours. Et on aurait pu dire, voilà, en fait, il ne s'est rien passé. Point final. Ce qui fait qu'après, il a fallu dire aux gens, en fait, finalement, donc évidemment, comme il a fait ce que je lui avais pas dit, il a eu plein de problèmes. Donc après, il vient me voir encore en pompier, évidemment, pour résoudre les problèmes qu'il a créés. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour ça. Et donc là, il a fallu expliquer aux clients en fait, pourquoi finalement il n'y avait rien eu. Et donc tout le monde disait, mais c'est pas cohérent, on m'a dit qu'il y avait quelque chose. Donc ça crée des usines à gaz. Voilà. Donc allez voir un conseil et écoutez-le. C'est le conseil que je vous donne là-dessus. Et ça nous fait une bonne transition pour conclure sur cette session. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, moi en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre attention. Donc, effectivement, si vous avez des questions sur le volet, par exemple la IPD, n'hésitez pas à les poser. Vous avez mon adresse. Alors, juste, Chloé, c'est Raphaël @dpo. Il n'y a pas de point B. D'accord, alors oui. On Mais c'est pas grave. m'a donné cet email-là. On t'a donné des bêtises, donc c'est pas grave. Je taperai sur les doigts de la personne qui t'a donné ça. Je veux que tu la dénonces, évidemment. Donc c'est raphaël@dpio.com. Il n'y a pas de B, donc c'est encore plus simple. N'hésitez pas à poser des questions. On essaiera d'y répondre et de vous s'orienter s'il faut. Donc n'hésitez pas. J'ai Merci remis Chloé. dans le chat du coup ton bon email.
Et également de notre côté. Donc voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement côté technique, voilà, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on prendra contact également avec la personne qui a posé la question pour y répondre. Désolée, on n'a pas eu le temps de tout terminer. Alors juste En tout Chloé, cas, merci excuse-moi, à je te tous. coupe 2 secondes. Oui, En fait, si je me fais taper dessus en fait, c'est moi qui me fais taper dessus. En fait, c'est bien la bonne adresse, mais voilà, donc d'accord, qui a changé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je n'étais pas au courant. pas de souci. Donc voilà, Donc donc en c'est fait, bon, c'était la je bonne adresse. supprime. Donc voilà, c'est moi qui me fais évidemment taper sur les doigts. Donc restez sur ce qu'il y a écrit là, c'est très bien. Parfait. Merci à tous. Merci Donc, beaucoup. on espère que vous aurez apprécié cette session et je vous enverrai donc le webinaire dans les jours à venir. Voilà. Merci à tous. À toutes et à Merci, tous. bonne Au journée. revoir. Très bonne journée. Merci.